La conférence de ce soir, ça va être donné par M. Thierry Ripoll. Okay. Le titre de la conférence va être Pourquoi détruit-on la planète? Le cerveau d'Homo sapiens est-il capable de préserver la Terre? Pour ceux qui ne connaissent pas notre organisme, on est les Sceptiques du Québec. La conférence est organisée par nous autres. Ça fait qu'on est un organisme même non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences, comme ce soir. On a plusieurs enregistrements qui sont disponibles sur notre site web pour ceux qui veulent voir les anciennes conférences. On fait ça aussi par la publication d'une revue, le Québec Sceptique. On a aussi une page Facebook pour ceux qui veulent voir certaines nouvelles d'actualité sceptique. J'en mets de temps en temps dessus. Le dernier numéro du Québec Sceptique est sorti en août 2022. Le thème principal, c'était les antidépresseurs et les placebos actifs. Ce qui arrive, c'est qu'en général, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par le passé sur les antidépresseurs et ça se faisait contre placebo, mais un véritable placebo. Et les gens, quand il y avait des effets secondaires, justement, à cause de l'antidépresseur, ils savaient s'ils prenaient l'antidépresseur ou le placebo, de sorte que l'étude était légèrement biaisée. Il y a de nouvelles études qui se font présentement qui se rendent compte que pour les dépressions légères, si on prend un placebo qui a des effets secondaires, mais qui est inactif sur les dépressions, ça a à peu près le même effet qu'un antidépresseur pour les dépressions légères. Fait que les antidépresseurs, on se rend de plus en plus compte qu'ils sont bons, mais seulement pour les grosses dépressions, les dépressions profondes. Fait que leur rôle est remis en question de plus en plus pour le traitement de la dépression. Puis, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a bien des médecins qui savent, mais comme il faut qu'ils prescrivent quelque chose, c'est mieux d'avoir un placebo actif que de ne rien avoir. Fait qu'ils donnent un antidépresseur qui fait pas grand-chose en fin de compte, autre qu'un effet placebo. Fait on relate un peu toutes ces études-là dans notre dernière revue. Pour en revenir à M. Ripoll, je fais une petite présentation ici. Il est professeur en psychologie cognitive et de sciences cognitives à l'Université de Marseille. Ses objets de recherche, c'est le raisonnement, la mémoire, la perception visuelle. Il est auteur de plusieurs livres, dont Pourquoi détruit-on la planète? On va nous parler ce soir. Ici, on voit l'image de Pourquoi croit-on? Et aussi de l'esprit au cerveau en 2018. Il nous a donné une conférence le 13 avril 2022 qui est disponible en ligne sur notre site web, dont le titre était Complotisme, aspect psychologique et politique. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour faire très vite, je disais que je suis professeur à l'université en sciences cognitives, mais que parallèlement à ça, j'ai une activité d'écologue de terrain, c'est-à-dire d'écologue pas au sens politique, mais au sens scientifique du terme. Je m'intéresse notamment à la faune terrestre et marine de manière générale. Voilà, c'était juste pour comprendre l'origine de l'intérêt pour l'écologie. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Plutôt que de faire des préambules, on aura le temps d'en rediscuter. De mon point de vue, on est en train de vivre une révolution anthropologique vraiment majeure. Et je considère qu'elle nous est imposée, mais qu'elle est à moitié réalisée. Alors, de quoi s'agit-il? Tout simplement, nous avons créé une société d'opulence et de croissance infinie dans un monde fini. C'est ce qui caractérise notre monde. Alors, quand je dis opulence, c'est vrai que tout le monde ne vit pas dans l'opulence sur la planète, mais au moins une grande partie des Occidentaux. Et donc, il y a un problème parce que si on admet les lois élémentaires de la physique, croître de manière infinie dans un monde fini, à un moment donné, ça génère un problème. Alors, on vit, je pense, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Grosso modo, Homo sapiens, ça a 200 000 ans. Et ça tombe juste sur nous, c'est pas de chance. On est quasiment les premiers humains à savoir qu'on ne peut pas continuer comme on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que maintenir l'idée d'une croissance, d'une amélioration perpétuelle du niveau de vie n'est pas possible. Ça tombe sur nous. Et c'est pour ça que je pense qu'on vit un moment singulier et c'est probablement un moment de bifurcation, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Alors, ce qui est tout à fait troublant, c'est que nous savons que le franchissement de ces limites va avoir un impact systémique, c'est-à-dire qu'il va bouleverser l'ensemble de l'équilibre de la planète.
Nous savons que nous en serons nécessairement les victimes. La prise de conscience, elle est là pour un certain nombre d'humains en tout cas, mais, et c'est ça qui est intriguant, cette prise de conscience ne conduit pas à un changement de comportement, ou en tout cas pas à un changement de comportement susceptible de résoudre le problème auquel on est confronté. Et cette absence de changement de comportement, on peut l'observer au niveau individuel comme au niveau collectif. Et donc, finalement, la question que je pose, elle est toute simple, c'est pourquoi? Pourquoi, alors que nous savons, nous ne mettons pas nos actes en conformité avec ce que nous savons? Chacun d'entre nous, vous individuellement, moi individuellement, et l'humanité de manière collective. C'est vraiment la question à laquelle j'essaye de répondre dans cet ouvrage. Alors, je voudrais quand même commencer, parce que vous n'êtes peut-être pas tous convaincus, que la trajectoire que nous suivons est absurde. Absurde au sens où il n'est pas possible de croître indéfiniment dans un monde fini. Or, c'est le discours que tiennent la plupart des hommes politiques, la plupart des grands leaders économiques et même un certain nombre d'intellectuels. Et pour moi, ça relève de la croyance. Hein, c'est vraiment une croyance. Alors, pour l'illustrer, je voudrais simplement vous montrer ce tableau qui est extrait d'un article paru dans une revue scientifique d'économie, où un économiste, de manière empirique, a indiqué quel serait l'output, c'est-à-dire l'impact de notre activité sur la planète, dans 100 ans, 200 ans, jusqu'à 20 000 ans. Et vous voyez que même pour une croissance très faible de 1%, hein, la croissance mondiale aujourd'hui bien supérieure à 1%, même pour un taux de croissance aussi faible que ça, au bout de 20 000 ans, l'augmentation de notre impact sur la planète est augmenté de 2, quelque chose, 10 puissance 86. Or, 10 puissance 86, c'est le nombre d'atomes qui existent dans l'univers connu. Donc, ça donne la mesure de la chose. Ça n'est pas possible de croître indéfiniment. Or, depuis que l'humanité existe, d'une manière ou d'une autre, elle s'est toujours construite dans une perspective de croissance. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'abandonner le modèle, c'est que ce modèle s'est imposé à nous. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il s'est imposé à nous, non pas simplement pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons qui tiennent à notre histoire évolutive. Et je me place là dans un cadre vraiment évolutionniste d'inspiration darwinienne. Donc la question, c'est pourquoi, finalement, nous continuons de suivre une trajectoire aussi absurde alors qu'on sait que ça n'est pas possible. Alors, on peut identifier ce que l'on appelle souvent dans le jargon scientifique une cause proximale, c'est-à-dire la cause directe. La cause directe de la crise environnementale que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous consommons trop. Il suffirait que, individuellement et collectivement, on se mette à consommer raisonnablement et il n'y a plus de problème, bien que nous soyons 8 milliards d'humains. Donc ça, c'est la cause proximale. Alors, on peut l'admettre ou ne pas l'admettre, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de l'admettre. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi nous consommons trop. Autrement dit, quelle est la cause de notre excès de consommation? Et là, on fait appel à ce que l'on appelle des causes distales, c'est-à-dire des causes indirectes. Alors, il faut, de mon point de vue, distinguer deux types de causes distales, et c'est très important de les avoir toutes les deux en tête. La première cause distale concerne l'individu, c'est-à-dire les déterminismes biologiques, neurocognitifs, qui nous conduisent à, de manière quasiment inexorablement, trop consommer. Et je prétends ici que notre cerveau de sapiens, n'est tout simplement pas capable de gérer l'abondance. Et que naturellement, donc, nous sommes portés vers la croissance, individuellement et donc collectivement. Donc ça, j'essaierai de le montrer ensuite. Alors ça, c'est ce qui concerne l'individu. Et si on s'arrête là, je pense qu'on ne raconte qu'une partie de l'histoire. Il y a une autre partie de l'histoire
qui est une cause distale qui est issue de la société. Parce que la société, l'environnement culturel, politique que nous avons construit, a un impact, bien sûr, sur chacun d'entre nous. Et il faut avoir en tête que notre système économique, dont on pourra peut-être parler un peu après, notre système économique ne peut survivre sans croissance. Nos sociétés, qui sont toutes basées sur un fonctionnement de type capitaliste, ne peuvent pas fonctionner sans croissance. Et de ce fait-là, quelque part, la société nous enjoint de consommer, presque elle nous impose de consommer. Et je considère que ce qui se passe au niveau sociétal, c'est comme l'expression en miroir de notre obsession de croissance individuelle. Ce qui fait que les forces sociétales et les forces qui s'exercent au niveau du cerveau des individus s'imbriquent pour nous cadenasser dans un comportement excessivement consommateur qui est la cause de la destruction de la planète. Voilà la thèse principale que je défends. Alors maintenant, je vais aborder à la fois développer mon approche théorique et je vais m'intéresser à la cause distale 1, c'est-à-dire les déterminismes neurocognitifs hérités de notre évolution qui nous conduisent à surconsommer. Alors, je vais reprendre une phrase d'un biologiste qui s'appelle Edward Wilson, qui dit la chose suivante: nous avons créé une civilisation à la Star Wars avec des émotions et des comportements, je n'arrive pas à lire mon texte parce que j'ai une image devant moi, mais je pense que c'est ça, des comportements qui sont ceux de l'âge de pierre. L'idée générale qu'il y a derrière cette phrase, c'est que, en fait, notre cerveau, depuis 100 000 ans, n'a pas évolué. Mais notre cerveau a évolué pour gérer, pour être efficace dans l'environnement qui était le nôtre au Paléolithique. Donc avant la révolution du néolithique, passage à l'agriculture et à l'élevage. Et de ce fait-là, il se pourrait que notre cerveau dysfonctionne par rapport à la crise environnementale, tout simplement parce qu'il n'a pas été préparé à gérer l'environnement que nous avons nous-mêmes créé. Il n'est plus adapté à l'environnement. Nous fonctionnons avec des réflexes qui sont ceux de l'âge de pierre dans un univers qui ne devrait pas nous permettre de fonctionner comme ça. Alors, il faut avoir en tête que notre fonctionnement cognitif lui-même est le résultat d'un processus évolutif qui a démarré aux origines de la vie. Et quelque part, nous avons hérité de ce passé-là. C'est ce qu'on va voir. Donc, nous avons été formatés quelque part pour faire face à l'environnement du Paléolithique et nous ne sommes pas adaptés à l'environnement que nous avons construit aujourd'hui. De manière générale, je vais montrer deux choses. C'est qu'on n'est pas capable de gérer la profusion et qu'on n'est pas capable de traiter les échéances lointaines. Voilà ce que je vais développer dans un premier temps. Alors partons du tout début, de ce qui est vraiment le plus fondamentalement inscrit dans le cerveau, non seulement des humains, mais de tous les êtres vivants qui ont un cerveau, et même de ceux qui n'ont pas de cerveau. En fait, nous suivons tous deux objectifs qui sont survivre et se reproduire. Alors, évidemment, ce n'est pas un objectif conscient. Hein. Une mouche n'a pas besoin de se dire « il faut que je survive et il faut que je me reproduise », mais l'évolution l'a en quelque sorte programmée pour tenter de survivre et tenter de se reproduire. Et nous n'échappons pas à ces deux objectifs. Alors, c'est un constat qui est accepté par tous les évolutionnistes, hein, bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, il faut prendre conscience que si ces deux objectifs sont atteints, survivre et se reproduire, donc quand l'espèce est parfaitement bien adaptée à son environnement, il en résulte en fait une croissance infinie, nécessairement. Et la croissance infinie peut générer un risque que la nature n'a pas prévu, hein, ne voyez pas de téléologie dans ce que je dis, et qui est un risque d'effondrement. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et je vais illustrer au travers de deux exemples la force de cette propension à la croissance. Si vous prenez la bactérie Escherichia coli, bactérie très connue, on sait que si on la laisse se reproduire librement
et qu'on alimente, qu'on rend possible cette reproduction en lui fournissant les ressources nécessaires, au bout de 3 jours, elle atteint la biomasse de toute la planète. Son poids va être égal à la biomasse de toute la planète. Donc, on voit que même dans une bactérie, il y a cette propension à la croissance. Mais on retrouve la même chose en ce qui concerne les espèces invasives, c'est-à-dire des espèces qu'on a introduites dans des milieux dans lesquels elles n'existaient pas. C'est ce qui se passe notamment quand, par exemple, quand vous introduisez un rat sur une île où il n'y a pas eu de rat, le rat va se développer à outrance, d'autant qu'en général, il n'a pas de prédateurs. Et il va détruire les espèces endémiques de l'île, il va détruire l'écosystème jusqu'à buter frontalement contre cet écosystème et finalement connaître soit une période de stabilisation de sa population, soit une période d'effondrement liée au fait que quand les ressources viennent à manquer, il y a des tas de problèmes qui apparaissent, notamment des problèmes épidémiques qui conduisent à une forte régression de l'espèce. Oui, je m'excuse d'interrompre. Michel Bellé, je m'excuse d'interrompre la conférence. Il y a des gens qui écrivent dans le chat, puis chaque fois qu'ils écrivent, il y a une fenêtre qui s'ouvre devant l'écran. Est-ce que c'est possible d'attendre à la fin de la conférence pour chatter? Est-ce que c'est possible? On peut le demander aux gens tout simplement de ne pas trop mettre de chat, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Parce que, justement, parce que les réflexions qui sont émises empêchent de voir ce qui est à l'écran. D'accord? Merci. Merci. Oui, d'autant que sur mon écran, je ne vois pas le chat, parce que sinon, je ne vois plus rien. Et donc, je préfère y répondre après, quoi. Donc, je continue. À partir de ça, les biologistes ont développé un concept de suicide évolutionniste. C'est-à-dire, dans le cas où une adaptation qui est à un moment donné profitable devient contre-productive sur le temps long. Et on a des exemples, je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais qui le révèlent très clairement. Et un type de suicide évolutif, c'est ce qui se passe par rapport aux cellules cancéreuses. Puisque les cellules cancéreuses sont des cellules qui ont muté, et du fait de leur mutation, elles ont un avantage adaptatif sur les cellules saines. Le problème, c'est qu'en se développant à outrance, elles vont finir par complètement coloniser l'organisme, ou l'être vivant sur lequel elles se développent, jusqu'à le faire disparaître. Et donc, les cellules cancéreuses, en fait, s'autodétruisent du fait qu'elles détruisent l'être vivant dont elles dépendent. Alors, il faut se méfier de ces analogies, mais on peut considérer que l'humain est en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il a un avantage adaptatif sur les autres espèces vivantes du fait de son intelligence, mais cette espèce adaptative risque de se retourner contre lui du fait de sa propension à croître et de détruire l'organisme dont on dépend, qui est tout simplement la planète. C'est une idée qui est très développée en ce moment en biologie. Et ce que je vais faire, c'est essayer de comprendre pourquoi cet avantage adaptatif que nous avions se retourne contre nous maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait que nous parvenons à survivre et à se reproduire? Et qu'est-ce qui fait que toutes les espèces vivantes, finalement, arrivent à peu près à survivre et à se reproduire, et donc à croître? Eh bien, c'est le couple plaisir-déplaisir. Ce n'est pas seulement ça, bien sûr, mais disons que le couple plaisir-déplaisir joue un rôle fondamental. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ce qui nous permet l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien d'un équilibre interne nous permettant de vivre, et c'est ce qui permet de guider notre comportement. C'est-à-dire qu'en permanence, vous ajustez votre comportement en essayant de maximiser vos sources de plaisir et de réduire vos sources de déplaisir. Quand vous avez froid, vous prenez un pull et ça vous fait plaisir parce que vous augmentez votre chaleur interne et donc vous augmentez vos chances de survivre dans le froid. Pareil quand vous avez soif ou quand vous avez faim. Donc, le couple plaisir-déplaisir fonctionne absolument bien. C'est, entre guillemets, une invention de la nature absolument magnifique qui guide le comportement de tous les organismes, y compris des organismes très primitifs,
comme par exemple les poissons préhistoriques. Et d'ailleurs, ces êtres vivants très, très archaïques avaient déjà dans le cerveau une structure complexe qu'on appelle le système du plaisir ou le système de la récompense, qui leur permettait d'ajuster leur comportement par rapport à leur perception de plaisir et déplaisir. Et nous avons hérité de tout cela. Alors, ce n'est pas un problème en soi, sauf que si on est confronté à un univers d'abondance, à ce moment-là, notre dépendance au plaisir risque de nous conduire à surconsommer, puisque à chaque fois que nous allons consommer, nous allons créer du plaisir. Alors, je vais donner juste un exemple personnel qui souvent gêne les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'elles n'ont pas trop de réponses quand je leur présente cet exemple. C'est ce qui se passe, moi, personnellement, quand je prends ma douche, à peu près tous les soirs. En fait, j'ai calculé que je prenais ma douche 3 minutes de trop. Alors, 3 minutes de trop par rapport à ce que requerrait simplement l'hygiène. Hein. Et pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop? Tout simplement parce que j'ai plaisir à prendre ma douche. Quand l'eau chaude coule sur moi, ça me fait plaisir. Alors, ça paraît rien du tout, bien sûr, c'est anecdotique, sauf que 3 minutes de trop généralisé à 7 milliards d'humains, ça fait l'équivalent de 140 millions de mètres cubes, soit l'équivalent de 450 super pétroliers remplis d'eau tous les jours. Et puis évidemment, il faut chauffer cette eau, parce que sinon, je n'aurais pas de plaisir, et si je n'avais pas de plaisir à me chauffer, je ne prendrais pas ma douche 3 minutes de trop. Et à ce moment-là, il faut nécessairement du pétrole, de l'énergie, et grosso modo, il faut à peu près un supertanker par jour pour permettre à ces 7 milliards d'individus de se chauffer agréablement. Alors, ce qui est important ici d'avoir en tête, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. Parce que, je connais le fonctionnement du principe de plaisir, je connais ma dépendance au plaisir, je connais les systèmes, le fonctionnement neuronal qui produit le plaisir. Je suis très sensible à la crise environnementale et pourtant, je n'arrive pas à adopter un comportement qui est écologico-compatible, puisque je continue tous les jours de prendre ma douche 3 minutes de plus. Évidemment, ce que je dis de ma douche est vrai de tous nos petits comportements de consommateurs qui contribuent globalement à générer la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés. Donc on voit ici que le plaisir joue un rôle déterminant. Et le plaisir est quelque chose de très archaïque. Et quelque chose de très archaïque qui s'impose à nous et qui nous rend très dépendants. En fait, notre cerveau n'est pas bien adapté à gérer la profusion. Et c'est ce qui explique le fait que l'addiction soit très répandue. Et je considère globalement qu'au regard de la crise environnementale, nous sommes tous, en fait, addictifs. Nous souffrons d'une addiction généralisée. Alors, il faut comprendre que le système de la récompense qui génère le plaisir est le même chez à peu près tous les êtres vivants. Il y a des variations, bien sûr, mais grosso modo, il est assez proche. Il fait intervenir d'ailleurs les mêmes neuromédiateurs. Et c'est la raison pour laquelle on observe l'addiction chez tous les animaux. Ça a beaucoup étudié chez les rats. On a rendu, par exemple, des rats dépendants à des drogues. Et lorsqu'on les rend dépendants à des drogues, il suffit de leur permettre d'utiliser, de consommer ces drogues, ils en viennent en fait quasiment à s'autodétruire, à ne plus s'alimenter, à ne plus boire, et même pour les femelles, à délaisser leurs petits pour le plaisir qu'occasionne la prise de drogue. Nous sommes peut-être un peu plus résistants que les rats par rapport à l'addiction, mais pas tant que ça en réalité. Alors je vais donner un exemple d'addiction qui est pour moi une allégorie de ce qui se passe globalement sur la planète, c'est l'addiction alimentaire. Vous savez qu'actuellement, on considère qu'il y a à peu près 2 millions d'humains en surpoids et 650 millions d'obèses. Ça touche particulièrement nos pays et notamment l'Amérique du Nord, les États-Unis plus que le Canada d'ailleurs. Alors, bien sûr, le surpoids peut s'expliquer par des tas de... C'est multifactoriel, il y a des tas de causes du surpoids, mais malgré tout, on peut l'interpréter dans un cadre évolutionniste qui est celui que je viens de développer. Pourquoi? Eh bien parce qu'au Paléolithique, à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs,
la possibilité de se nourrir, quand elle se présentait, il fallait en profiter. Et il y avait un avantage adaptatif, c'est issu de notre évolution, à en quelque sorte se gaver lorsqu'on en avait l'opportunité. C'est exactement ce que font les loups, par exemple, aujourd'hui. Quand les loups ont capturé une proie, ils sont capables de manger des kilos de viande parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir le retrouver plus tard. Eh bien, notre cerveau est quelque part formaté pour fonctionner de cette manière-là. Et il y a deux types d'aliments qui comptent beaucoup dans notre métabolisme et qui n'étaient pas si fréquents que ça dans notre environnement naturel, qui étaient le gras et le sucre. Et on connaît tous la dépendance au sucre de beaucoup de gens, hein. Et pourquoi nous aimons tant le sucre? Parce que le sucre est absolument nécessaire à notre métabolisme, mais le sucre est rare dans l'environnement naturel. Donc, notre cerveau a été programmé pour consommer du sucre dès qu'il en avait la possibilité. Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sucre, moi, j'ouvre mon frigidaire ou mon placard de ma cuisine et j'ai tout le sucre que je veux. Et lorsque les gens vont dans des grandes surfaces faire leurs courses, ben, le sucre et le gras dégoulinent des étals. Et donc, c'est très difficile pour un cerveau d'humain, tout simplement, de surmonter le plaisir qu'il ressent en s'alimentant, même quand cette suralimentation conduit à l'obésité. Alors, c'est une allégorie de ce qui se passe dans notre société, parce que je considère que notre société est obèse du fait de notre dépendance au plaisir. Alors, le plaisir joue un rôle très important et il faut comprendre que ce rôle est encore accentué par un phénomène qu'on appelle le tapis roulant hédonique, qui va en permanence nous engager à renouveler nos sources de plaisir. Alors, ce phénomène d'adaptation hédonique est très proche du phénomène d'adaptation sensorielle. L'adaptation sensorielle, c'est tout simplement que si vous mettez, par exemple, votre main sur votre bras, au moment où vous mettez votre main sur votre bras ou sur votre épaule ou sur votre tête, au moment où vous mettez votre main, vous sentez la main. Mais si la main demeure présente et qu'elle ne bouge plus, vous finissez par ne plus la sentir. Pourquoi? Parce que notre système cognitif est programmé pour percevoir les modifications sensorielles, mais il n'est pas programmé pour maintenir son attention sur ce qui est stable sensoriellement. Et donc, tout ce qui devient pérenne devient invisible pour notre cerveau. Eh bien, l'adaptation hédonique, c'est exactement la même chose. C'est qu'un plaisir n'est qu'un plaisir qu'au moment où il apparaît. Mais si ce plaisir demeure trop longtemps, il finit par disparaître. C'est ce qui a fait dire à Myers cette phrase que je trouve assez jolie. Chaque expérience désirable, l'amour passionné, le plaisir d'une nouvelle passion, l'euphorie du succès est par définition transitoire. Le plaisir ne peut être que transitoire. C'est la raison pour laquelle l'orgasme, en général, dure quelques secondes. C'est l'exemple du plaisir paroxystique. Ben, ça ne pourrait pas durer quelques journées parce que de toute façon, on en aurait marre et ça finirait par nous lasser. Donc, la nature a très bien fait les choses. Ça dure peu de temps, ce qui nous donne envie de le reproduire quand c'est possible. Et c'est la même chose par rapport à beaucoup de biens de consommation. Le meilleur iPhone, le meilleur salaire, la plus grande maison, la plus grande toujours quelque chose qui est susceptible de renouveler le plaisir une fois que celui-ci s'est en fait un peu estompé. Voici une illustration concernant le salaire, mais je pourrais vous le donner pour une infinité d'autres choses. Dans ce graphique, vous voyez sur l'axe des abscisses, c'est le temps, ce qui se passe quand on augmente le salaire de quelqu'un. Par exemple, ici, à l'année 2, il y a une augmentation de salaire. Consécutivement à cette augmentation de salaire, il y a un accroissement du niveau de bien-être, du niveau de bonheur. Ce sont des données empiriques, ce n'est pas une spéculation que je suis en train de vous exposer là. Mais ce qu'on observe aussi, c'est l'accroissement de satisfaction lié à l'accroissement de salaire s'estompe en général au bout de 3 ans. Ce qui fait que, alors c'est pareil pour le mariage d'ailleurs, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, on va vouloir de nouveau un plus grand salaire. Parce qu'on a besoin de cette augmentation de salaire pour rehausser le niveau de bonheur que l'on avait un peu avant.
Et donc, on est entraîné dans une espèce de cycle infernal qui nous conduit en permanence à vouloir rehausser, renouveler une source de plaisir. Le problème, c'est que tout ça participe à notre excès de consommation. Donc, c'est un processus très archaïque, mais qui contribue à notre addiction à la consommation. Un autre phénomène qui trouve son origine aussi dans notre passé très lointain, c'est notre dépréciation du futur, ou dit autrement, notre préférence temporelle. Alors, de quoi s'agit-il ? Par exemple, si c'est une expérience simplifiée que je vous présente là, hein, évidemment, mais si on demande à des gens, est-ce que vous préférez avoir 100 € aujourd'hui ou 150 € dans un an ? Eh bien, il y a beaucoup de gens, même parmi ceux qui ne sont pas dans la peine d'un point de vue économique, vont dire, écoutez, non, je préfère 100 € aujourd'hui. Et de manière générale, les économistes expérimentaux, les psychologues, les neuroscientifiques ont montré que le cerveau humain avait tendance à privilégier les satisfactions immédiates, même quand le fait de privilégier ces satisfactions immédiates est contre-productif, c'est-à-dire ne les place pas dans les meilleures situations finalement pour accroître leur niveau de bonheur. Parallèlement, les conséquences négatives futures d'une consommation immédiate sont souvent ignorées. En tout cas, elles ont un poids très faible par rapport au plaisir immédiat. Ce qui fait que globalement, on sait, ça a parfaitement été montré, que la perspective du plaisir immédiat joue d'un poids psychologique infiniment plus grand que la perspective d'un plaisir différé et des conséquences négatives à long terme. Alors évidemment, tout ça, c'est une illustration en réalité d'un conflit cognitif qui a lieu bien sûr dans notre cerveau entre ce qu'on appelle le système froid, qui est le système qui est impliqué dans l'analyse rationnelle de l'information, et le système chaud, qui, lui, est un système beaucoup plus archaïque et qui détermine notre dépendance au plaisir. C'est typique de l'addiction. Les personnes qui souffrent d'une addiction, par exemple à l'alcool, savent rationnellement qu'elles devraient s'arrêter de boire, mais le système chaud, le système de la récompense, est si puissant qu'ils ne peuvent pas résister au plaisir de boire. Eh bien, je prétends que, globalement, par rapport à nos consommations de manière générale et par rapport à notre conscience de la crise environnementale, nous fonctionnons exactement de la même manière. Alors, on peut très bien expliquer ça aussi dans un cadre évolutionniste, qui est celui que je privilégie, parce que si on se met dans la peau d'un homme du Paléolithique, donc d'un de nos ancêtres d'il y a 100 000 ans, par exemple, il n'avait aucun intérêt adaptatif à se projeter dans l'avenir lointain, parce que les contraintes de son environnement faisaient qu'il avait tout à fait avantage à gérer le court terme, parce que sa survie dépendait de la gestion de son environnement à court terme. Le proverbe, je ne sais pas s'il existe au Canada, hein, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, est un proverbe qui avait du sens au Paléolithique. De ce fait-là, les hommes ont un taux d'impatience alors qui est faible au regard des autres mammifères, ça sont des tas d'expériences qui l'ont montré, mais ce taux d'impatience demeure trop important pour s'opposer à la puissance de nos addictions. Et je veux dire que intellectuellement, rationnellement, on peut penser à ce que sera notre planète dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, mais intellectuellement. Mais d'un point de vue émotionnel, nous sommes toujours liés au temps court, au temps proche. Et nous avons beaucoup de mal à nous comporter rationnellement parce que le temps proche compte toujours beaucoup plus que le temps éloigné. C'est vrai de chacun de nous individuellement et c'est vrai aussi de nos hommes politiques. Donc, c'est un facteur qui, évidemment, rend difficile la gestion à long terme des conséquences désastreuses de la crise environnementale. Je rajouterais qu'on peut parfaitement le comprendre, d'ailleurs, et ça a une certaine rationalité, pour les gens qui sont dans la difficulté économique. Lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes en France, dont vous avez entendu parler, il y a un slogan qui disait « fin du monde ou fin du mois ».
Ça veut dire que si un individu déjà est en difficulté pour survivre à la fin du mois, parce qu'il n'a plus d'argent pour manger, bah c'est sûr qu'il ne va pas se préoccuper de la fin du monde. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'humains. Donc, il y a peu de chances qu'on se préoccupe de l'avenir lointain quand déjà la gestion à court terme de notre vie est très difficile. Alors, un autre facteur qui est extrêmement important et qui lui aussi trouve son origine dans notre lointain passé d'Homo sapiens, c'est ce qu'on appelle le tapis roulant positionnel, positional treadmill en anglais. Alors, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que le niveau de bonheur que vous ressentez est en partie, et même en grande partie, lié à la perception que vous avez de vous-même par rapport à votre groupe. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment d'être un anti par rapport aux autres, si vous avez une position sociale dominante par rapport aux autres, eh bien, vous êtes plus heureux que si c'est l'inverse. Et il existe d'ailleurs des corrélats neuronaux qui le montrent. Quand un individu est dans un environnement où les personnes sont socialement plus élevées que lui, il y a des indicateurs neuronaux qui manifestent une forme de stress ou d'insatisfaction. Lorsqu'un individu est dans un environnement où les personnes qui sont là ont un niveau social plus bas, eh bien, au contraire, il y a des indicateurs neuronaux qui révèlent une satisfaction. Donc, nous sommes, je dirais, biologiquement déterminés pour essayer d'occuper une position sociale dominante. Et nous fonctionnons de ce point de vue-là comme toutes les autres espèces. Et c'est ce qui fait, par exemple, que des expériences ont montré que beaucoup de gens préfèrent gagner moins si elles gagnent plus que les autres. Par exemple, on a dit à des gens, est-ce que vous préférerez gagner 25 000 $ quand les autres en gagnent 30 000 ou 20 000 quand les autres en gagnent 15 000? Eh bien, beaucoup préfèrent gagner 20 000 quand les autres en gagnent 15 000, parce que ce qui compte, ce n'est pas la valeur absolue de ce qu'ils gagnent, mais la valeur relative. C'est Bertrand Russell, le grand philosophe, qui, d'une manière sans doute excessive et un peu cynique, disait la chose suivante: le bonheur, c'est quoi? C'est un état agréable issu de la contemplation du malheur des autres. Alors, bon, je pense qu'il va un peu trop loin, mais il y a quelque chose de vrai dans le fait que le bonheur est intimement lié à la perception que l'on a de soi vis-à-vis des autres. Alors tout ça, en fait, c'est ni plus ni moins que l'expression d'une compétition intraspécifique, donc à l'intérieur d'Homo sapiens, qui va mettre en jeu le statut social, le pouvoir, le sexe et la procréation. En fait, aujourd'hui, toujours aujourd'hui, plus le statut social est élevé, plus les chances de survie augmentent, c'est indéniable, plus les opportunités sexuelles s'accroissent, c'est indéniable aussi, sur la base d'études évidemment empiriques, hein, je dis tout ça, et plus grande est la probabilité et la facilité de transmettre ces gènes. Donc, au travers de cette recherche de statut social, se joue quelque chose qui est absolument archaïque et qui détermine le comportement de la plupart des mammifères. C'est vrai aujourd'hui, comme c'était vrai à l'époque. Vous savez peut-être que Gengis Khan a 16 millions de descendants aujourd'hui. Mais s'il n'avait pas eu le pouvoir qu'il avait, il n'aurait pas eu 16 millions de descendants. Et le sultan du Maroc, Moulay Ismail, au XVIIe siècle, a eu 888 enfants. C'est le top que l'on connaisse, et vraisemblablement que ce n'était pas lié à son charme absolument démentiel, mais que c'était lié tout simplement à sa position sociale. Alors, tout ça, ça a un impact. Pourquoi? Parce que plus le statut social est élevé, plus le niveau de salaire est élevé, les deux étant très corrélés, plus vous êtes susceptible d'être de gros consommateurs. En fait, il y a une corrélation très forte entre le niveau social et le niveau de consommation. C'est le meilleur prédicteur de votre impact environnemental, c'est ce que vous gagnez à la fin du mois. Donc, comme chacun, nous sommes
en train de jouer cette course absolument infernale, eh bien, nous participons tous de ce fait à l'accroissement de la richesse globale, à l'accroissement de notre richesse individuelle et donc à l'accroissement de nos consommations, donc de notre croissance économique. Donc, la croissance économique elle-même résulte de tous ces phénomènes-là qui participent à la destruction de la planète. Une illustration de ce que je suis en train de dire, c'est ce que l'on appelle la consommation ostentatoire. Alors, la consommation ostentatoire, elle a été très développée par un grand sociologue qui est Thomas Veblen, dans un livre absolument magnifique, et qui identifie que les personnes les plus aisées socialement ont besoin de se distinguer des autres au travers d'une consommation qui est visible, qui s'affiche. Et cette consommation ostentatoire a une origine, là encore, tout à fait biologique. La consommation ostentatoire, c'est ça. Ce pan qui fait la roue, c'est un pan mâle, a développé un dispositif, donc sa queue, qui est absolument remarquable, qui joue un rôle déterminant dans la compétition intraspécifique de cette espèce. Et on a pu montrer que le caractère séduisant d'un pan mâle est déterminé par le nombre d'ocelles qu'il y a sur sa queue. Mais en fait, ce qui est biologiquement ici construit du fait de processus évolutionnistes existe chez l'homme d'une manière biologique et qui se transforme au travers de l'économie. La consommation ostentatoire de l'humain, c'est ça. Des palaces absolument inimaginables, des grands yachts ou des voitures superbes. Alors, ça paraît dérisoire, ça paraît ridicule, ça peut paraître archaïque, sauf que malgré tout, ça représente au passage un chiffre d'affaires annuel de 300 milliards de dollars, ce qui est l'équivalent du budget national de la France. Donc, c'est considérable, et évidemment, tout ça contribue à nos excès de consommation et chacun à sa manière, en fait, développe une forme de consommation ostentatoire. Pas celle que vous voyez là, parce que vraisemblablement, vous n'en avez pas les moyens, mais d'autres, celles qui sont à votre niveau. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand même, ça ne concerne que certains individus. Ben non, pas du tout. En fait, on a fait des expériences assez amusantes où on a mis, vous voyez ici, deux personnes, un homme et une femme, dans des voitures différentes, soit une vieille guimbarde, soit une très belle voiture. Et on a demandé à des hommes et des femmes qui voyaient ces personnages-là s'ils les trouvaient séduisants ou non. Alors, la plupart des gens, consciemment en tout cas, disent moi, franchement, la nature plus ou moins séduisante d'une personne tient à ce qu'elle est et non pas ni à ses habits, ni au véhicule dans lequel il se déplace, etc. OK. Mais quand on les teste, on s'aperçoit que c'est totalement faux. Alors, le comportement des hommes et des femmes est un peu différent. En fait, les femmes vont trouver beaucoup plus séduisant le même homme dans une très belle voiture que le même homme dans une voiture très modeste. Ce n'est pas le cas des hommes, parce que les hommes vont prendre en compte d'autres critères qui sont des critères liés à l'âge et au physique de la personne. Et ça a été largement confirmé. Et il y a une étude très amusante qui a été faite sur, vous savez, les sites de rencontres. Donc, les hommes et les femmes décrivent leurs critères de choix. Et en fait, les critères de choix des hommes et des femmes sont radicalement différents. Et les critères des femmes sont plutôt en rapport avec le statut social de l'homme, alors que les critères des hommes sont souvent liés à la nature physique et à l'âge de la femme. En fait, tout simplement, notre recherche de statut social est une réponse à la compétition intraspécifique qui se joue au sein de notre espèce et qui a vocation non seulement à maximiser nos chances de survie et nos chances d'avoir des partenaires sexuels, et des tas d'études empiriques montrent que c'est vrai. Donc tout ça contribue assez naturellement à nous conduire à un excès de consommation. Alors maintenant, j'abandonne un peu, on va dire, ces mécanismes très archaïques qui nous conduisent à surconsommer.
Je ne vous en ai présenté que quelques-uns. Et je vais maintenant aborder quelque chose qui est davantage sociétal, ou en tout cas qui a beaucoup interagi avec l'évolution de notre société. C'est l'opposition entre égoïsme et altruisme. Alors, c'est vrai que quand on présente ces deux termes comme ça peut paraître un peu ringard, un peu obsolète, ça fait un peu morale de la Troisième République française. Mais en fait, actuellement, il y a énormément de chercheurs en psychologie, en neurosciences et en économie qui travaillent sur ça parce que c'est absolument déterminant dans la compréhension de la crise environnementale actuelle. Pourquoi ? Eh bien parce que les chercheurs ont montré, sur la base de modélisation mathématique, mais aussi sur la base de simulation, que le fait d'adopter un comportement égoïste rend absolument impossible la préservation et la gestion d'un bien commun. Et pour nous, le bien commun, c'est la planète. Et effectivement, si vous fonctionnez de manière égoïste, vous ne ferez jamais ce qu'il faut pour préserver notre environnement. En fait, on peut poser la question comme ça, suis-je capable de réduire ma consommation et donc mon plaisir immédiat si cela participe au bien commun et notamment à celui des générations à venir? Et qu'est-ce qui peut me permettre de faire ça? C'est l'altruisme. Donc, quand je prends ma douche trop longtemps, je manque d'altruisme. Je fonctionne de manière égoïste parce que je privilégie mon plaisir immédiat et mon plaisir immédiat est réalisé au détriment de l'ensemble de la planète et au détriment des enfants qui vivent aujourd'hui sur notre planète. Alors, à ce sujet, on peut se poser la question, mais les hommes sont-ils naturellement égoïstes ou naturellement altruistes? Et il faut mentionner ici cette opposition entre Homo sapiens, donc l'espèce humaine, et Homo economicus, qui est non pas une espèce, mais qui est le fruit d'une idéologie politique et économique selon laquelle l'homme est naturellement égoïste. Et que c'est finalement très bien comme ça, parce que c'est en fonctionnant de manière égoïste qu'on maximise nos chances de survie individuelles, mais qu'on participe aussi à la richesse de la nation. C'est typiquement, j'en parlerai un peu plus tard, je préciserai, ce qui est au cœur en fait de l'idéologie libérale et capitaliste. Le problème, c'est que toutes les recherches conduites notamment en éthologie, en économie, en psychologie, en neurosciences, je pourrais le développer si vous voulez, montrent que l'altruisme est un constituant absolument fondamental du psychisme humain et même du psychisme animal. Mais c'est très, très puissant chez l'humain. Ça atteint un niveau absolument incroyable. Donc, on pourrait être plutôt optimiste parce qu'on sait que les hommes sont fondamentalement altruistes. On sait que le bien commun ne résiste pas à l'égoïsme et donc on se dit que ça pourrait marcher. Mais ce que l'on observe de manière évidente, c'est que les hommes, aujourd'hui, semble-t-il, globalement, fonctionnent de manière égoïste. Alors, les chercheurs ont essayé d'identifier les conditions qui étaient favorables à l'altruisme et celles qui étaient défavorables à l'altruisme. C'est-à-dire, quelles conditions de notre environnement physique et social nous rendaient altruistes ou nous rendaient égoïstes. Et je vais vous présenter les conditions qui sont défavorables à l'altruisme. La première, c'est quand les individus ne se connaissent pas et que prévaut l'anonymat. C'est typiquement ce que nous connaissons dans nos sociétés. Deuxièmement, quand il n'est pas possible de punir ceux qui se comportent de manière égoïste. C'est effectivement le cas. Ça n'était pas le cas auparavant, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se développe de manière très forte pour punir les personnes qui se comporteraient de manière égoïste. Troisièmement, quand le niveau de confiance mutuelle est faible, c'est aussi très vrai dans nos sociétés. On sait que le niveau de confiance mutuelle, c'est-à-dire
comment on attribue la confiance aux gens qui sont dans notre environnement est relativement faible par rapport à ce qu'elle fut probablement par le passé. C'est aussi, l'altruisme est très faible quand les individus sont trop nombreux, parce que ça minimise notre propre responsabilité. Si vous êtes un parmi 8 milliards, ben, votre comportement paraît ne pas avoir d'impact. Et ça nous conduit plus facilement à des comportements égoïstes. Et puis, quand l'autre est perçu comme différent, et c'est extrêmement vrai aujourd'hui, il y a une espèce de distanciation sociale à l'intérieur d'un pays, mais il y a en plus une distanciation liée aux cultures différentes, notamment aux cultures nationales, qui fait que très facilement, on perçoit l'autre comme différent. Donc, toutes ces conditions sont des conditions qui sont aujourd'hui celles qui régissent le fonctionnement de notre société. Et ça participe bien sûr de l'égoïsme qui semble dominer aujourd'hui dans notre monde. Et je dirais que tout ça est en plus soutenu idéologiquement. Et je vais l'illustrer au travers d'un petit extrait d'un texte de Mandeville qui s'intitule « La fable des abeilles ». Et Mandeville dit la chose suivante, qui est absolument magnifique, enfin magnifique, claire, très claire. Il dit la chose suivante, « Soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. » Ben, si vous connaissez un peu les principes de l'économie libérale, vous retrouvez ici absolument les prémices de la théorie de la main invisible chère à Adam Smith, théorie qui, en fait, s'est imposée dans l'économie mondiale. On vous invite ici à être avide, c'est-à-dire de consommer autant que possible. On vous invite ici à être égoïste, dépensier, et vous voyez qu'on articule ça avec la notion de plaisir, c'est-à-dire vous retrouvez dans cette phrase tout ce que j'ai exprimé précédemment. Et en fait, dit Mandeville, si vous faites ça, non seulement vous ferez plaisir, mais en plus, vous participerez à la richesse de la nation. C'est exactement la thèse d'Adam Smith, mais il rajoute, et là, il a tort, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il avait raison, il rajoute au bonheur de vos concitoyens et de vous-même, ce qui est, de mon point de vue, faux. Donc, nous sommes dans un environnement idéologique qui nous incite à être des winners, à être des gagnants, à être des fervents adeptes de la compétition et à manifester notre succès dans la compétition par un comportement excessivement consommateur, voire consommateur de manière ostentatoire. Donc tout ça participe bien sûr à nos excès de consommation. Je voudrais ici indiquer quelque chose qui est lié à ce que je viens de dire, et c'est très important, c'est le fait que nous souffrons d'une addiction collective et qu'une addiction collective est bien plus difficile à traiter qu'une addiction individuelle. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, en fait, il y a une incommensurabilité entre l'action individuelle et l'action collective. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je prends mon exemple, quand je prends ma douche, pourquoi j'ai du mal à ne pas réduire mon temps de douche? Alors, il y a le plaisir, mais il n'y a pas que ça. En fait, le raisonnement que je me tiens et que vous devez vous tenir souvent, en fait, c'est le suivant. À quoi bon réduire mon plaisir sous la douche si je ne suis pas convaincu que les autres vont en faire autant? Ça ne sert à rien, parce que 3 minutes de douche, si les 8 autres milliards d'humains continuent de prendre la douche comme ils le veulent, ça n'aura aucun impact, si ce n'est le fait de me frustrer. C'est le raisonnement qui conduit, par exemple, j'ai des amis écologues de terrain qui aiment bien voyager parce qu'ils étudient la faune dans le monde entier. Souvent, quand je leur objecte que leur trajet en avion, c'est quand même problématique au regard de la planète, ils me disent « mais pourquoi je m'arrêterais de prendre l'avion si je ne suis pas assuré que les autres en feront autant ?» C'est très vrai. C'est un raisonnement qui est rationnel au niveau individuel, mais qui est dévastateur au niveau collectif. Et ce qui est vrai
au niveau individuel, et c'est ça, là c'est un énorme problème, et aussi vrai au niveau collectif. Parce que pourquoi un État, la France ou le Québec, pourrait consentir à modérer sa croissance? Je rappelle que la croissance, c'est ce qui est à l'origine de la crise environnementale. Pourquoi un État considérait à modérer sa croissance si les autres n'en font pas de même? Ça n'est pas viable. En plus, compte tenu du niveau de tension géopolitique aujourd'hui, c'est très dangereux. Si un pays comme la France décide de réduire sa croissance, non seulement ça va générer des problèmes sociaux inévitables, mais ça va affaiblir la France d'un point de vue géopolitique. La France va devenir un nain géopolitique. Et dans un climat de tension internationale, être un nain géopolitique, c'est extrêmement problématique. Donc, nous sommes à la fois contraints par le fonctionnement de notre cerveau à fonctionner d'une manière qui est incompatible avec la préservation de la planète, mais les États eux-mêmes sont contraints d'obéir à une logique de croissance, sans quoi ils risquent de se faire bouffer par les autres États. De ce fait-là, c'est très difficile d'échapper à ce que nous rencontrons. Alors, très rapidement, je développe ça beaucoup dans mon ouvrage, mais là, je n'ai pas le temps de le faire. Je voudrais dire que le moment de rupture dans l'histoire de l'humanité, le moment où nous avons mis le pied dans un engrenage qui nous conduit potentiellement à un effondrement global de l'humanité, ce moment, c'est la révolution néolithique. Parce que la révolution néolithique a inventé l'économie de production, c'est-à-dire qu'on est quitté l'économie de subsistance pour développer une économie de production, donc capable de surproduire. Et cette économie de production a rendu possible aussi l'inégalité. L'inégalité apparaît de manière très claire au néolithique. La plupart des études anthropologiques montrent qu'au paléolithique, au moins dans le paléolithique moyen, l'inégalité n'existait pas. Toutes les sociétés humaines vivaient de manière totalement égalitaire pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre d'un point de vue de la survie de ces communautés, et elles étaient extrêmement altruistes. C'est la raison pour laquelle notre cerveau réagit encore favorablement à l'altruisme. Le problème, c'est que tout ça, ça générait de la compétition et de la violence, parce qu'à partir du moment où on rend possible l'inégalité, on génère de la compétition et nécessairement de la violence. Et cette inégalité a aussi été le moteur d'une croissance infinie, parce que à partir du moment où certains sont plus riches que d'autres, où certains consomment plus que d'autres, eh bien, les plus pauvres vont essayer naturellement de rehausser leur niveau de richesse pour pouvoir consommer comme les autres. Et donc, on rentre dans cette course infernale que je présentais au départ, qui nous conduit tous globalement à surconsommer. Et de ce fait-là, on participe activement à la destruction de la planète. Donc, la conjonction de déterminisme systémique et psychologique rend très improbable de mon point de vue, la modification de nos comportements individuels et collectifs. Alors c'est un regard très sombre, j'en suis désolé, que je porte sur notre avenir, mais je pense qu'il vaut mieux être lucide pour trouver des solutions que être dans le déni et s'enfoncer dans une crise qui risque d'être dramatique. Alors, je crois que j'ai encore un peu de temps. Je vais très rapidement esquisser ce que j'entrevois comme solution. Mais je vais être très, évidemment, simpliste dans ma présentation, mais c'est pour que vous compreniez les grandes lignes. Alors, je rappelle au passage, pour bien comprendre le problème, la loi dite loi d'Ehrlich, qui dit la chose suivante. L'impact environnemental, c'est-à-dire la destruction de notre planète, est fonction de 3 paramètres A, P, T. A pour affluence, si vous voulez, notre niveau de consommation, P, population, la démographie, et T, la technologie, l'efficience technologique. Il est évident que plus nous consommons, plus nous détruisons la planète. Il est évident que plus nous sommes nombreux, plus nous détruisons la planète. Et il est évident aussi que
plus les technologies s'améliorent, moins nous détruisons la planète si les deux autres variables restent stables. Parce que à consommation égale, si la technologie est améliorée, ben vous aurez moins d'impact sur la planète. Alors, sur quoi peut-on jouer? Alors, on peut jouer sur la technologie, et c'est ce qu'on fait, mais ça n'est pas suffisant. Ou alors, on est dans ce que j'appelle le mythe cornucopien. Ça n'est pas suffisant. La technologie est nécessaire. Je suis favorable au développement scientifique, à l'innovation technologique, mais il ne faut pas compter là-dessus pour résoudre nos problèmes. Est-ce qu'on peut jouer sur la démographie? Ben, peut-être, mais c'est un sujet tabou, c'est un sujet très difficile, et je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui intervenir là-dessus. Donc, de mon point de vue, la seule dimension où l'on peut jouer, c'est l'affluence, c'est-à-dire le niveau de consommation individuelle. Alors, comment on peut traiter ça? Alors, on peut traiter ça avec ce qu'on appelle la logique du colibri, à laquelle je ne crois pas du tout, c'est-à-dire qu'il faut compter sur la bonne volonté de chacun pour moins consommer. Ben, si vous avez compris et si vous avez accepté mon développement, ben, vous devez admettre que c'est impossible. Jamais, si l'on ne compte sur la bonne initiative individuelle, on n'arrivera à réduire la consommation globale sur la planète. Je vous rappelle l'exemple de ma douche. J'y arrive pas, hein, et je ne pense pas être plus mauvais qu'un autre. Donc, de mon point de vue, la seule solution est l'action collective. Politique est nécessairement multilatérale. Alors, pourquoi multilatérale? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si un pays s'impose une réduction de croissance et qu'un autre pays ne le fait pas, ça ne marchera jamais. Personne n'acceptera de réduire sa croissance si son voisin n'en fait pas autant. C'est vrai au niveau international comme c'est vrai au niveau individuel. Donc, pour moi, la seule solution envisageable est le fait de limiter le droit de consommation de chaque individu. Alors, je vois tout de suite les objections possibles, bien sûr. D'une part, le fait que ce soit très difficile à faire, c'est utopique, oui, c'est vrai. Et ça manifeste, le fait qu'on perçoive ça comme utopique, révèle la distance qu'il nous reste à franchir pour parvenir à préserver cette planète. Et puis, vous voyez aussi probablement la dimension liberticide, puisque finalement, on ne donne pas le droit aux gens de consommer comme ils veulent. Et enfin, vous pouvez avoir le sentiment qu'on sombre dans une forme de communisme, ce qui n'est pas vrai en réalité, mais il y a au moins cette propriété commune, c'est qu'on considère que tous les humains devraient avoir un droit à consommer identique. Alors, ça peut paraître excessif, mais j'attends toujours d'autres solutions que celles que je propose et personne ne m'en a jamais faites. Donc, je considère qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'approcher de ça. Ça peut être excessif, mais vous-même, vous avez un compte en banque, j'imagine, et vous n'avez pas le droit de consommer plus que ce qu'autorise votre compte en banque. Parce que sinon, la banque va vous dire « Attendez, là, ça ne va pas. Hein. » Bon, et ça, vous l'acceptez. Mais le problème, c'est qu'on a tous un compte en banque commun qui est la planète. Et quel sens ça a de donner le droit à certains individus de prendre sur ce compte en banque plus que les autres? Quel droit peut-on donner à un individu finalement de détruire la planète, le bien commun dont nous dépendons tous, plus que les autres, sous prétexte qu'il dispose d'un patrimoine gigantesque? Ça semble inacceptable. Pour bien le faire comprendre, je vais adopter une métaphore. Imaginons que nous tous, là nous sommes je crois une quarantaine ce soir, nous devons vivre sur une petite île du Pacifique dans laquelle il y a une quantité d'eau limitée. Et supposons qu'une personne parmi nous tous soit très très riche et du fait de cette richesse, elle peut acheter de grands volumes d'eau. Est-ce que nous allons accepter
Nous allons accepter si ça ne remet pas en cause la survie des 39 autres personnes. Mais si cette personne consomme de l'eau de manière excessive pour arroser sa pelouse ou pour prendre des douches qui durent des heures ou je ne sais quoi, nous n'allons plus l'accepter, même si elle dispose des moyens financiers de se payer cette eau. Nous allons lui dire non, ce n'est pas possible, parce que si tu fais ça, tu remets en cause directement la survie de tous les autres habitants de cette île. Il faut considérer que nous vivons sur une île qui s'appelle la Terre et que ce type de comportement ne sera plus acceptable dans le futur. Et il est d'autant moins acceptable que si certains individus se donnent ce droit, eh bien les autres individus fonctionneront aussi de la même manière s'ils le peuvent, puisqu'ils se diront, mais puisqu'il y en a un qui se donne le droit de détruire la planète pour son propre plaisir, pourquoi moi, je n'en ferai pas autant? Donc, s'il n'y a pas finalement un guidage qui vient de la sphère politique et un guidage qui est de nature internationale, je suis absolument persuadé que nous n'y arriverons jamais. Alors, ce type de proposition, qui peut paraître excessive, j'en conviens, elle représente, c'est vrai, une révolution anthropologique absolument majeure, qui est, à mon avis, d'aussi grande importance que celle qui nous a fait passer du paléolithique au néolithique. Et quelque part, elles nous insupportent parce qu'elles vont à rebours des forces archaïques qui régissent le système actuel. C'est-à-dire que je propose quelque chose là qui est contre nature. D'une certaine manière, c'est contre nature. Et c'est pour ça que c'est très difficile à accepter. Et pourtant, la dimension liberticide ne concerne que le droit à consommer. Ça ne concerne pas le droit de penser, le droit de critiquer, le droit de vote, le droit de s'exprimer, le droit de créer. Des choses qui sont pour moi beaucoup plus fondamentales que le simple droit de consommer. Et puis, il faut savoir que cette révolution que je propose, car il s'agit vraiment d'une révolution, elle est totalement accessible. Et les économistes ont modélisé ça. Ils ont développé le concept qui s'appelle de corridor de consommation, qui montre que si la totalité de l'humanité procédait de manière rationnelle eu égard aux limites de la planète, et si elle convenait de limites de consommation, à ce moment-là, tous les humains pourraient vivre convenablement sur cette planète. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, mais l'obstacle est un obstacle psychologique et un obstacle politique. Et ce type de révolution pourrait mettre un terme à l'inégalité, pourrait mettre un terme à la violence qui est consubstantielle à l'inégalité et surtout permettrait de résoudre la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien, je crois, et ce sera la fin de ma présentation, je crois, nous aurons ça. Donc, je dis la légende, ça y est, on a été fécond, on s'est multiplié et on a rempli la Terre et on a dominé surtout. Mais c'est quoi la suite du plan? Voilà, je vous remercie. J'ai terminé. Évidemment, j'ai été rapide, j'ai été très synthétique. De ce fait-là, j'ai peut-être aussi été caricatural, mais je peux apporter des nuances à tout ce que j'ai dit ou justifier certaines choses que j'ai dit et qui peuvent poser problème. Voilà, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être considérées comme scientistes qui recommandent plutôt, comme par exemple Steven Pinker dans son livre. Il arrive beaucoup avec les industries nucléaires, par exemple. Il fait beaucoup la promotion de la nucléarisation parce que c'est une façon de continuer de produire de l'énergie et ça permettrait de remplacer justement l'industrie fossile et ça affecterait pas tant que ça notre consommation totale sur la planète. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je pense que, bon, je connais très bien le point de vue de Steven Pinker. Je pense qu'il a raison sur un point et tort sur un autre. Alors, il a raison sur un point, au sens où moi, je n'ai aucune hostilité par rapport à l'énergie nucléaire. Je pense qu'elle est très dangereuse,
mais elle est infiniment moins dangereuse que l'industrie fossile. L'industrie fossile a tué infiniment plus d'humains que l'énergie nucléaire. On dirait l'énergie nucléaire a moins contribué à l'énergie mondiale que l'énergie fossile. Hein. Mais pour moi, le problème n'est pas du tout là. Pour moi, c'est une question qui est presque secondaire. Pourquoi? Parce que, je l'explique dans mon livre, même si nous disposions d'une énergie non renouvelable, renouvelable et sans aucun impact carbone. Par exemple, vous savez que tout près de chez moi, là, il y a le projet de fusion nucléaire qui permettrait de produire à l'infini des ressources qui seraient renouvelables et qui n'auraient pas d'impact sur la planète. Mais ce que je dis, c'est que si ce projet qui semble absolument magnifique aboutissait, ça serait une catastrophe. Pourquoi? Parce que il faut bien voir que l'impact que l'on a eu sur la planète depuis à peu près 20 000 ans n'est pas lié directement à l'énergie fossile. C'est ce que l'énergie fossile a rendu possible. Et l'énergie obtenue par fusion nucléaire rendrait possible exactement la même activité. Pour moi, la crise climatique, c'est un détail dans l'histoire. C'est un détail qui nous préoccupe parce que c'est quelque chose qui est susceptible de nous impacter immédiatement. Mais les gens font une fixation sur la crise climatique sans voir la catastrophe environnementale qui ne concerne pas le climat et qui concerne beaucoup d'autres aspects. Les scientifiques ont identifié les limites de la planète. Il y a 10 limites de la planète qu'il ne faut absolument pas transgresser si on ne veut pas avoir un effet de feedback, de rétroactif absolument non contrôlable qui pourrait conduire à une catastrophe. Et le CO2 ne constitue qu'un élément de toutes ces limites. Donc, même si l'on disposait d'une énergie nucléaire infinie et renouvelable, ça ne résoudrait en rien la crise environnementale, parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, ça permettrait d'accroître le niveau de croissance, mais le niveau de croissance a un impact dévastateur. C'est le schéma que j'ai montré au départ de ce tableau fait par un économiste. Donc pour moi, c'est important à court terme de chercher des énergies renouvelables, bien sûr, il vaut mieux le faire que ne pas le faire, mais ce n'est pas la solution. La solution, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, c'est de limiter notre niveau de croissance. Parce que notre niveau de croissance n'est tout simplement pas compatible avec le fait que notre planète soit limitée. Parce que les solutions passent par un gouvernement mondial. Et est-ce que ce ne serait pas là qu'on devrait mettre notre énergie? Mais oui, tout à fait. Alors, il y a un obstacle que je n'ai pas du tout évoqué dans la conférence, c'est le concept d'altruisme paroissial, qui a été beaucoup développé par les anthropologues. C'est quoi l'altruisme paroissial? C'est le fait que les individus d'un groupe ont tendance à privilégier leur groupe, donc être altruiste vis-à-vis de leur groupe, et cet altruisme vis-à-vis de leur groupe est toujours associé à une hostilité vis-à-vis du groupe extérieur. Bon, et ça s'explique très bien d'un point de vue évolutionniste, comment ça s'est mis en place et quelle vertu ça a eu pour défendre des petites communautés d'humains au Paléolithique par rapport à d'autres communautés d'humains. Le problème, c'est que cet altruisme paroissial, c'est une catastrophe. Parce que c'est représenté, on peut le résumer par le terme « eux, nous ». Mais tant que l'on pense en « eux, nous », il n'y a aucune chance de préserver la planète. Parce que le fait de faire la distinction « eux, nous » conduit toujours à vouloir privilégier « nous » par rapport à « eux ». Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'accord global pour la préservation de la planète. Donc, cet altruisme paroissial, il s'exprime dans le nationalisme. Le nationalisme, c'est l'expression politique de l'altruisme paroissial de nos ancêtres hommes préhistoriques. Et ce nationalisme, quand vous voyez la force avec laquelle il est aujourd'hui développé et soutenu par les citoyens, je veux dire, dans mon pays,
l'extrême droite se nourrit de cet altruisme paroissial. Hein. Elle reprend ce phénomène archaïque qui s'appelle l'altruisme paroissial, mais en soutenant, en marquant toujours la préférence nationale, on contribue à mettre en concurrence les États et on rend impossible l'existence d'une forme de gouvernement mondial qui aurait à gérer le bien commun qui est la planète. Donc ça, c'est aussi un obstacle que je n'ai pas évoqué, mais c'est un obstacle énorme. Oui, on a le même problème au Québec avec le séparatisme, puis on peut parler aussi du tribalisme. Puis si on regarde même l'extrême gauche avec les politiques diversitaires, les politiques identitaires, ça fait partie vraiment de l'humain, puis c'est même exacerbé par les mouvements woke et tout. Fait que on a le nationalisme de l'extrême droite, puis on a le tribalisme de l'extrême gauche. Alors, comment faire un gouvernement mondial? Moi, Oui, c'est très difficile précisément parce qu'il y a ce phénomène d'altruisme paroissial qui est vraiment inscrit dans notre cerveau. Hein. C'est quelque chose de très, très puissant. Mais certains individus sont capables de dépasser cela, mais pas tous. Et le problème, c'est que ceux qui prennent le pouvoir, généralement, sont des individus qui se nourrissent et qui alimentent l'altruisme paroissial. Si je prends le cas de Donald Trump, c'est l'exemple même du type viril, violent, agressif, qui fait passer son peuple avant tous les autres. Son slogan, c'est « America First ». Et d'ailleurs, il a rompu avec toutes les organisations multilatérales qui avaient pour vocation d'œuvrer pour la préservation de la planète. Avec des gens comme ça que l'on met au pouvoir, c'est sûr, on n'est pas prêt d'y arriver. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée-là, c'est qu'on considère que l'être humain fonctionne avec 5% de rationalité et 95% d'émotivité. Est-ce que c'est exact? Alors, sur les pourcentages, je ne me prononcerai pas parce que je pense qu'on ne peut pas quantifier ça, on ne peut pas quantifier. Et ce que je dirais, c'est que d'abord, ça dépend des individus, ça dépend des circonstances et je suis d'accord sur le fait qu'on est capable à la fois de réagir, de se comporter rationnellement, mais on se comporte souvent de manière irrationnelle. Et ce qui est certain, c'est que de mon point de vue, au regard de la crise environnementale, c'est notre, on va dire, composante irrationnelle qui a pris le dessus sur la composante rationnelle. Oui. Maintenant, je vais faire rapidement. Au niveau politique, dans les solutions que vous proposez, j'ai 2 points là. Au niveau des solutions que vous proposez, à mon avis, d'après ce que je peux voir, ça impliquerait pratiquement une forme de totalitarisme, pour ne pas dire de la dictature. Et mon autre point de vue, c'est concernant les religions. Il me semble que les religions ont davantage favorisé l'égoïsme parce qu'il faut sauver son âme, en tout cas au niveau du christianisme, là, il faut sauver son âme et préparer son paradis. Donc, nécessairement, ça ne veut pas dire nécessairement mener une bonne vie, mais il faut faire les choses de façon davantage égoïste, par davantage une conscience de soi qui favorise pas nécessairement l'altruisme, contrairement à l'idéologie religieuse qui semble dire le contraire. Alors, sur la première question, alors je suis un démocrate farouche. Donc, je suis fondamentalement opposé à toute forme de dictature. Pour moi, c'est rédhibitoire. Je préfère mourir dans une démocratie que vivre dans une dictature. Voilà. Donc, non, ce que je propose n'a rien de dictatorial. Parce que je considère que ce que je propose n'a de sens que si c'est soutenu et validé démocratiquement par les citoyens. Je suis absolument contre le fait qu'une quelconque autorité ou un État impose à des humains ce que je propose. J'y serais farouchement opposé. Si les humains préfèrent mourir de leur surconsommation, qu'ils meurent de leur surconsommation, mais moi, je ne serai jamais prêt à imposer quoi que ce soit. Et il faut bien voir que
j'insiste, la dimension liberticide ne porte que sur un point dans tout ce que je raconte, un seul point, le fait de ne pas consommer autant qu'on le veut. Et je considère, au regard de l'humanisme, au regard de ce que l'on appelle la liberté, le libre arbitre, on ne touche que quelque chose de très mineur. Moi, je préfère qu'on me dise, tu vas t'arrêter de consommer, enfin, tu vas consommer moins que ce que tu consommes, mais tu as le droit de lire, tu as le droit de contester, tu as le droit de penser, tu as le droit de créer. Je préfère largement ça à une société où on me donne le droit de consommer, par exemple, société chinoise, mais on ne me donne pas le droit de penser. Donc, il n'y a rien de fondamentalement liberticide dans ce que je raconte. Et puis, je rappelle en plus que l'argument de la liberté, c'est vraiment un argument dont je me méfie beaucoup, parce qu'une société ne peut pas se construire sans contrainte et sans privation de liberté. Je n'ai pas le droit de violer la jolie femme qui passe à côté de moi. D'accord ? Et je ne considère pas ça comme liberticide. Parce que socialement, on considère qu'il y a un sens à ce qu'on ne puisse pas violer les gens comme on pourrait en avoir envie. Et ce que je présente n'est pas plus liberticide qu'autre chose. De mon point de vue, c'est simplement ce qu'il faut mettre en place si l'on veut permettre aux générations à venir de survivre et de vivre bien. C'est tout. Allez, sur les religions, je ne sais pas. J'ai du mal à entendre ce que vous dites, parce que quand même, le discours religieux est un discours qui met au devant de toute chose l'altruisme et qui combat l'égoïsme. Et si vous voulez, enfin, ce n'est pas ma théorie, c'est une théorie qui est défendue par beaucoup d'anthropologues. C'est l'idée que si les grandes religions sont nées, c'est précisément pour parvenir à juguler la violence assez naturelle que pouvaient développer les humains dans les sociétés qui sont apparues au néolithique, et pour juguler leur égoïsme. Parce qu'au néolithique naissant, l'égoïsme s'est déployé de manière absolument outrancière, et il a fallu développer une éthique pour limiter cet égoïsme, et la religion était un moyen de le faire. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec vous, mais bon, je n'ai pas d'idée très arrêtée là-dessus. Je pourrais peut-être faire un petit commentaire justement là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs religions qui favorisent le nombre d'enfants, si on veut, la croissance du nombre d'enfants par famille. Fait que, absolument. Ça, par contre, la religion, si on reprend les textes des grandes religions, par exemple l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on retrouve très clairement un appel à la croissance, en tout cas à la croissance démographique, et très clairement, c'est une vision très anthropocentrée, on dit clairement aux hommes, ben, vous devez prélever ce dont vous avez besoin dans la nature. Dieu a créé la nature pour vous, vous en êtes évidemment les possesseurs et les exploitants, faites-en ce que vous voulez du moment que ça participe à la croissance des humains. Donc de ce point de vue-là, la religion et je dirais, au moins dans ces textes initiaux, favorables à la croissance que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Alors, le pape a modéré ce propos récemment, mais c'est je dirais, dans les gènes de la religion au départ. Si vous disiez, M. Ripoll, que on produit, c'est la consommation le problème. Oui. Mais il y a aussi, au niveau de la production, on produit plus que ce qu'on consomme encore. Il y a une partie de la production qui est jetée, qui est gaspillée. En tout cas, ça, c'est sûr. Dans notre système, quand on est dans un système mixte, donc certaines ressources sont produites, exemple, par l'État et pour leur consommation. Mais quand c'est produit par des entreprises, c'est produit pour le profit. Donc, oui. Si on change le système, là, ce que je comprends, c'est que ça serait quelque chose de pas nécessairement capitaliste. J'aimerais comprendre la distinction que vous faites entre le modèle que vous proposez, puisqu'il serait une économie planifiée, du socialisme, tout ça. J'aimerais ça voir la distinction que vous faites. L'autre chose, c'est que j'aimerais ça savoir comment on fait pour dealer avec le fait que les besoins des uns et des autres sont pas les mêmes nécessairement. Peut-être que c'est un système de budget là, que vous voudriez en termes de montant d'argent.
Et l'autre chose, c'est comment continuer d'inciter les gens au travail. S'ils sont plafonnés dans leur consommation, eh bien là, ils savent que s'ils ne travaillent pas, ils vont peut-être en avoir autant, mais là, s'ils travaillent, ils n'en auront pas plus. Donc, comment on fait, je veux dire, c'est presque de poser le problème du communisme là, au complet. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est en grande partie pour ça que le communisme s'est effondré, parce que d'une part, il était d'un mortel ennui, et d'autre part, parce qu'il n'était pas du tout compétitif. Parce que effectivement, l'inégalité est l'aiguillon qui incite les gens à travailler si le fait de travailler leur permet d'espérer réduire l'inégalité dont ils pâtissent. Donc, l'inégalité est le petit aiguillon psychologique qui nous incite au travail. Donc, il est clair que dans le type de société que j'ai en tête, les gens auraient moins intérêt à travailler. Mais bon, personnellement, moi, je ne vois pas d'inconvénient à moins travailler. Ça, c'est clair, c'est incontestable. Mais précisément, ça donnerait aux gens infiniment plus de temps pour avoir des activités qui ne relèvent pas du travail et qui relèvent notamment de choses qui manquent beaucoup aujourd'hui, qui sont la créativité, qui sont l'échange, qui sont le partage d'idées, qui est quelque chose qui a totalement disparu. Alors, sur le fait que l'économie soit planifiée ou non, je dirais qu'elle ne serait pas forcément planifiée parce que les gens, dans ce que je présente ici, sont libres de consommer ce qu'ils veulent. Ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est de consommer autant qu'ils veulent. Mais ils peuvent consommer ce qu'ils veulent. Donc, c'est difficile de planifier une économie puisque l'économie, elle doit quand même toujours s'ajuster aux désirs et aux besoins des gens. Mais simplement, ce que je limite, c'est la quantité. Donc, ce n'est pas nécessairement planifié. On peut très bien imaginer que des entreprises se développent pour satisfaire le besoin des individus. Mais c'est vrai que l'intérêt que l'on a à s'enrichir. Parce que pourquoi chacun de nous, on essaye de s'enrichir? Je veux dire, j'ai encore jamais entendu d'amis qui me disent ça commence à bien faire, j'aimerais être un peu moins riche aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu. Je connais que des gens qui souhaitent gagner plus, bien sûr. Hein. Mais, et c'est ce qui fait fonctionner notre économie. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le système que je propose, l'intérêt qu'il y a à s'enrichir, ça me nuise beaucoup. Puisque le fait de s'enrichir ne vous permettra pas de consommer autant que vous pouvez le faire. Donc, à un moment donné, vous allez gagner de l'argent pour rien. Vous allez gagner de l'argent pour participer au bien commun, mais vous n'allez pas en tirer un intérêt particulier. Donc ça, évidemment, ça rebat complètement les cartes, et je suis d'accord que c'est quelque chose de difficile à gérer. Mais je suis bien d'accord, mais ce que l'on a à gérer si l'on ne fait pas ça va être infiniment plus difficile. Mais je suis tout à fait conscient du problème politique que ça pose, bien sûr, hein, qui n'est pas qu'un problème politique. Hein. Parce que là-dedans, j'en parle aussi dans mon livre, va apparaître potentiellement le problème de l'ennui. L'ennui. C'est tout à fait possible parce que beaucoup de challenges que nous nous donnons qui dynamisent notre vie, qui font que notre vie est excitante, sont liés à des objectifs qui ont comme objectif de réussir, etc., qui participent à l'économie. Et là, ils auraient tendance à disparaître. Il faudrait que l'humanité se donne d'autres objectifs qui sont que des objectifs uniquement d'enrichissement matériel. Mais je crois que si nous ne le faisons pas, eh bien, ça veut dire que nous aurons continué à fonctionner comme des chimpanzés. Et on peut continuer de fonctionner comme des chimpanzés, mais la planète, elle nous rappellera à l'ordre assez rapidement. Et là, ça peut être catastrophique. Oui, merci pour votre présentation. Ça a été très, très clair. C'est ce que j'apprécie à la fois de vos écrits et de la présentation. Moi, j'ai aucun problème avec tout votre argumentaire, avec toute la question du circuit de récompense, punition-récompense. Ça se tient très bien. Tout au long, là, j'ai aucun problème avec
votre avancée. Le problème, c'est la faisabilité. Oui. Vous l'avez souligné, je pense que vous êtes conscient de la complexité, de l'inégalité des pays, des continents, enfin, je nommerai pas, c'est multifactoriel, là. Mais je trouve que ça a plein de sens, ce que vous avez présenté. Mais très difficile d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Juste à penser que y a certains pays qui sont en développement, d'autres qui sont en surdéveloppement. Alors bon, c'est pas simple. J'ai apprécié. Pardon, oui. Je peux répondre juste à ça. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça que je considère que ce que je propose est une révolution anthropologique majeure. Parce que ça veut dire que l'humain abandonnerait un mode de fonctionnement qui s'est imposé du fait de son histoire évolutive et qui a prévalu pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc, c'est pas rien, évidemment. Et je vois à quel point nous en sommes loin. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas très loin d'assister à une guerre nucléaire qui pourrait vite nous imposer d'arrêter d'avoir ces discussions-là. Donc, on mesure à quel point les humains sont encore dans une relation de violence internationale qui nous éloigne considérablement de ce type de proposition. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose qui me permet d'avoir espoir, c'est que nous avons une très grande flexibilité cognitive. C'est-à-dire que le cerveau humain est dépendant de déterminisme biologique, mais le poids de la culture peut jouer de manière énorme. Et donc, c'est susceptible de nous faire évoluer quand même très, très vite. Déjà, le point positif, c'est qu'il faut remarquer à quel point cette problématique de l'environnement était encore absente il y a 30 ans quasiment des discours politiques, alors que maintenant elle est omniprésente. C'est quand même incroyable de voir à quel point nos représentations ont évolué. Donc il faut maintenant passer à l'acte et j'en conviens bien, c'est beaucoup plus difficile. Après, je pense que ce qui va jouer beaucoup, et il faut espérer que ça ne joue pas trop tard, c'est lorsque l'on va directement et brutalement être impacté par la crise environnementale. C'est-à-dire que je pense que si, au moment où les humains vont directement voir leur économie s'effondrer du fait, par exemple, du réchauffement climatique, ce qui est prévu, hein, je veux dire, tous les scénarios le disent clairement, à ce moment-là, je n'exclus pas que les humains travaillent collectivement à des solutions. Voilà. Mais j'ai bien conscience qu'on en est très loin. Et le problème, c'est que l'inertie physique de la planète est telle qu'au moment où on va en ressentir on va ressentir les conséquences directes de cette catastrophe, peut-être que ça sera un peu trop tard. Si vous voulez, moi, j'ai développé ça tout en sachant que c'était politiquement strictement impossible aujourd'hui. Développer ça sur la base de toute l'argumentation qui précède, j'en ai exposé qu'une partie là, et compte tenu de toute cette argumentation que je développe, je ne vois pas d'autre solution. Et quand je demande à des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec moi de dire mais qu'est-ce que vous proposez comme solution, je n'ai jamais vu quelqu'un me donner la moindre solution. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est votre argumentaire sur le comportement humain et la motivation du comportement humain. Et je veux juste dire une parenthèse que ça dépasse toute la question de la crise de l'environnement, que la démonstration que vous avez faite sur les comportements puis le plaisir et tout ça devrait être une base en éducation comme telle pour alors votre propos il dépasse l'aspect du climat. Je trouvais que vraiment toute la partie où vous parlez des raisons autour des aspects cognitifs, je trouve ça vraiment bien fait, bien rendu, c'est solide. C'est au niveau des solutions, c'est un peu toujours comme ça, malheureusement. J'ai l'impression que ce que vous donnez comme solution, ça demanderait beaucoup en fait, il faudrait être très raisonnable comme humain
Et c'est ce que vous expliquez avant qu'on ne l'est pas. Et que le néocortex n'arrive pas parce que vous parlez de vous-même, de votre problème de douche. Moi, je suis un peu autiste, hein, ça fait que ça ne me dérangerait pas, moi, de ne pas prendre ma douche là, aussi longtemps. Je suis moins affecté par ces choses-là. Mais je suis très conscient que c'est plus un programme de l'après-catastrophe, malheureusement, ce que vous proposez. Je pense que, puis comme vous dites, on commence à voir les effets parce que vous dites on est affecté, on commence à être affecté. Puis d'une façon assez massive, je sais qu'en France, c'est retourné à des températures caniculaires actuellement. Ils vivent la même chose en Chine, on est au mois d'octobre, les températures sont très élevées. Et moi, je suis physicien de formation, j'ai travaillé sur les phénomènes chaotiques. Je peux vous dire que c'est le genre de truc qu'un modèle prévisionnel, comme on fait au GIEC, ne peuvent pas montrer parce que ce n'est pas localisé. C'est des modèles qui vont très, très bien prédire la plage maximale, minimale de température avec l'évolution et on voit que ça fonctionne très, très bien. Mais pour prévoir des phénomènes locaux, même quand on parle d'un continent comme l'Europe de l'Ouest, savoir si la France ou la Chine vont être plus affectés, est-ce que ça va être des canicules, est-ce que ça va être des inondations, est-ce que ça va être autre chose? À part le niveau de l'eau, ça on sait avec la dilatation, c'est assez simple, ça, la dilatation des océans, des choses comme ça, mais on ne peut pas prévoir localement. Et là, on va voir beaucoup de ces phénomènes-là s'est amorcé. Et aussi, quand vous proposez la solution du budget environnemental, là, votre budget de dépenses, il sera ajusté sur l'ensemble des 8 milliards d'humains. Okay? Oui. Et donc, ça veut dire que notre niveau de vie serait quoi? Là, je pense surtout pour les gens qui vivent dans les pays riches, c'est un méchant programme de diminution en fait, je ne pense pas que les gens acceptent ce genre de choses-là facilement. Ils vont l'accepter seulement si la catastrophe a eu lieu ou est vraiment, malheureusement, je pense que c'est ça. Le raisonnable va arriver plus tard. Un autre élément aussi que j'aimerais souligner, c'est que vous avez un peu balayé du revers de la main la question de la population. Mais le problème, il vient de ce qu'on est 8 milliards. Okay? Et quand vous dites, moi j'écoutais une émission de scientifique en fin de semaine, il parlait des fourmis. Vous savez que la masse de toutes les fourmis, ça représente seulement 20% de la masse des humains. 20%. Ramasser toutes les fourmis qu'il y a sur la Terre, on dit qu'il y en a 20 milliards. Ça, c'est 20, 10 exposant 15. Okay? On sait que c'est beaucoup plus petit qu'un humain, une fourmi. Mais on a l'impression qu'il y en a tellement. Eh bien, ça ne serait même pas une ressource alimentaire pour les humains parce qu'il n'y en aurait pas assez. Ça représente seulement 20% de la masse des humains. Des Homo sapiens, c'est là, en chair et en os. C'est extrêmement troublant de voir à quel point il y a des humains. Et quand on dit oui, mais il y a des questions éthiques autour du fait de limiter la population et les naissances, c'est déjà commencé dans les pays développés. Ça se fait avec les lois, ça se fait avec la culture, ça se fait avec les religions. Au lieu de dire allez, multipliez-vous, c'est allez puis organisez-vous pour survivre avec. En fait, on savait que les gens du paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, vivaient en équilibre avec leur environnement. Okay? Il faudrait revenir à ça, dans le fond. Mais je pense que ça ne se produira pas d'une façon naturelle. Il va falloir une catastrophe pour qu'on puisse penser à changer les choses. Alors, oui, moi, je suis d'accord hein, sur le fait que la solution que je propose, c'est une solution que personnellement je considère comme rationnelle, mais effectivement, nous ne sommes pas nécessairement rationnels et donc cette solution ne va pas intervenir maintenant. Mais on peut aussi imaginer s'en rapprocher progressivement. Ne serait-ce que si... Parce que, je veux dire, tant qu'un pays accepte, par exemple, qu'un individu se fasse construire un bateau de 250 mètres de long, ce pays, c'est clair qu'il ne peut pas participer à quelque chose qui va dans le sens de la résolution de la crise environnementale. Donc déjà, contraindre au moins le niveau de consommation de ces personnes extrêmement riches, ça me semble un minimum. Mais on peut commencer par ça et puis progressivement, voilà. Bon, ensuite, sur la démographie, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un élément important, mais alors j'en parle pas mal dans mon livre. Hein, là, j'en ai pas beaucoup parlé. J'en parle pas mal, mais cela dit, bon, déjà,
vous savez que les démographes font des prédictions très contrastées sur le niveau de la population en 2100. Il y a certains démographes très sérieux hein, qui disent qu'en 2100, on devrait être à peu près 11 milliards, et puis il y en a qui disent on devrait être à peu près 3 milliards. Parce que, bon, ils anticipent des problèmes, etc. Donc, voilà. Ensuite, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les propositions que je fais, j'introduis le fait de choisir de faire un enfant. Alors, c'est terrible, hein, mais évidemment, quand vous faites un enfant, vous maximisez globalement le niveau de consommation de votre foyer. Donc, vous pouvez décider d'avoir un enfant, bien sûr. On va accroître votre niveau de votre cotation de consommation, mais ça va vous faire perdre dans votre possibilité de consommation. Donc, les gens vont devoir faire un arbitrage. Est-ce que je décide de faire un enfant, mais je ne pourrai plus me payer le voyage que je voulais faire à Tahiti, ou non? Et dans ce cas-là, la démographie va vite se réguler, hein. On parlait du 2 milliards là, à la fin 2100. En fait, si on regarde le rapport Meadows, là, le fameux rapport Halte à la croissance de 1972, on est à peu près à ça, là, 2 à 3 milliards en 2100, si on suit la courbe. Là. Et cette courbe-là, le résultat, il va être la famine, il va être la guerre, il va être les épidémies. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Bon, après, il y a le phénomène de transition démographique, hein. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays occidentaux, s'il n'y avait pas l'apport des immigrés, leur démographie baisserait, hein. C'est le cas de pas mal de pays, hein. Mais parce que nous fonctionnons biologiquement comme beaucoup d'autres espèces, hein. Quand une espèce endémique arrive dans une zone, de toute façon, elle croît jusqu'à lutter contre les limites de son écosystème. Et une fois qu'elle l'a fait, ben, la population se stabilise ou régresse. Mais c'est ce qu'on est en train de faire en réalité. Mais pour répondre à tout en général ce que vous avez dit, c'est que je trouve que votre solution est probablement la seule solution, mais c'est une solution à très très long terme. Je vois ça dans un siècle ou deux. Je ne vois pas du tout comment ça peut être opérationnel bientôt. Donc, il me semble que la catastrophe va d'abord s'installer complètement, et puis après, on va chercher les solutions, et en cherchant les solutions technologiques et tout ça, on va dire, ah ben peut-être on pourrait programmer aussi notre cerveau, comme vous dites, vous avez une expression bonne, un changement anthropologique, n'est-ce pas? Comme un nouveau paradigme, en fait, qu'il faudrait avoir. Mais pour le moment, on voit que les pays pauvres continuent à faire autant d'enfants. C'est ce que je disais. Je disais que je pense que les humains vont réagir d'une manière rationnelle quand ils seront confrontés à la catastrophe. Vous savez, c'est effectivement ce qui se passe. Si vous voyez un jeune de 30 ans qui fume un paquet de cigarettes par jour et vous lui dites, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas avoir un cancer, ça n'a aucun effet. Par contre, si à 60 ans, son médecin lui dit, écoute, là, les poumons, il y a des taches de partout, si tu continues comme ça, dans 3 semaines, il faut qu'on te mette un masque à oxygène, il va peut-être s'arrêter de fumer. Mais malheureusement, on risque de fonctionner de la même manière. Donc ça, j'en ai conscience. Mais mon rôle, moi, c'est d'indiquer le type de solution qui permettrait de résoudre le problème. Après, qu'on le fasse ou non, bah, moi, ma contribution, c'est de dire, voilà, je ne connais pas d'autres solutions compte tenu de ce que je sais du comportement humain. Voilà. Ensuite, le problème, c'est que vous dites, il va y avoir la catastrophe et ensuite, peut-être, on va opter pour une solution qui se rapprochera de ce que je propose. Mais le problème, c'est que je crains que non. C'est-à-dire que je crains que si la catastrophe intervienne de manière massive, elle peut réellement provoquer un effondrement, je dirais même intellectuel, culturel, parce que nos structures si complexes, l'organisation si complexe de notre société peut s'effondrer dès lors qu'on manque de ressources, etc. Et surtout, le risque majeur pour moi, en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné dans beaucoup d'autres sociétés, c'est le risque de guerre. Parce qu'à partir du moment où le nationalisme demeure, c'est-à-dire la préférence nationale demeure, eh bien, les gens sont capables de tout pour avoir de quoi boire, de quoi manger, etc. Donc, pour moi, le grand danger, c'est des guerres de grande ampleur.
qui ne permettrait pas à cette solution de réaliser, mais qui quasiment l'imposerait du fait de la destruction qu'elle provoquerait. Je pense que cette solution, elle est réalisable tant que les humains ne sont pas, je dirais, dans le stress énorme lié à la catastrophe environnementale. Moi, je remercie beaucoup M. Ripoll. J'ai beaucoup apprécié la clarté de votre exposé. Je trouve effectivement votre solution, comme vous l'avez vous-même dit, un peu sombre, malheureusement, parce que vous avez souligné la nécessité d'un certain multilatéralisme, c'est-à-dire que des actions doivent être adoptées par un ensemble de pays de la planète. J'aimerais recueillir ce que pense M. Ripoll par rapport aux pays, parce que nous savons tous que la planète n'est pas homogène, qu'il y a beaucoup de pays développés qui ne sont pas la majorité de la population mondiale, oui. Et il y a beaucoup de pays en développement que peut répondre M. Ripoll à tous ces gens-là qui posent des questions bien en amont de tout ça, du droit à polluer et du droit à polluer qui rime pour eux à droit à développer, parce qu'ils disent qu'il y a un certain nombre de pays qui ont suffisamment pollué pour se développer. Maintenant qu'ils sont développés, on ne peut pas venir nous empêcher, nous, de polluer pour nous développer. Et le droit à consommer un minimum, parce que quand on parle de la nécessité de restreindre la consommation de certains pays, on pense naturellement à des pays très riches, mais il y a énormément de populations sur le globe qui n'a pas le minimum, le strict minimum, et pour qui le problème n'est pas un problème de limiter la consommation à un minimum, mais d'arriver à un minimum de consommation. Ben non, en fait, parce que ma solution, elle est justement fondée sur l'existence de ces inégalités dans la planète. Pourquoi? Parce que, en fait, le niveau de consommation serait drastiquement baissé pour des gens comme moi. Exact. Riches. Je ne suis pas un milliardaire, mais au regard de la population de la planète, je dois me situer à peu près parmi les 2% des gens les plus riches de la planète. Mais comme dans ma perspective, les individus de l'ensemble de la planète auraient le même droit de consommer, ça veut dire que les individus des pays dont vous parlez, donc des pays pauvres en voie de développement, seraient très largement enrichis et ça leur permettrait justement d'atteindre un niveau de vie qui est le nôtre. Puisque, en fait, tous nos excès de consommation que l'on ne pourrait plus réaliser devraient être utilisés pour permettre à ces gens-là voilà. Oui, bien sûr, mais c'est fondamental cette histoire-là. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'élection mondiale, ça n'existe pas. Hein. Pour le moment, on ne connaît que des élections nationales. Mais s'il y avait des élections mondiales, je vous garantis que ma proposition serait adoptée. Parce qu'on est à peu près 1,5 milliard d'humains à vivre très largement au-dessus du niveau de vie compatible avec la préservation de la planète, quand il y a à peu près 5 milliards d'humains qui vivent en dessous. Et donc, ces 5 milliards d'humains auraient tout intérêt à soutenir ce que je propose parce qu'ils gagneraient en niveau de vie. Et c'est y compris vrai à l'intérieur de nos propres pays, parce que même dans un pays comme la France, les gens qui sont au plus bas de l'échelle sociale ne perdraient rien en termes de qualité de vie. Ce sont des gens comme moi qui perdraient. Et ne parlons pas de ceux qui sont plus riches. Donc, ce que je propose, moi, je l'ai totalement élaboré par rapport à la prise en compte de ces différences de niveau de richesse dans les pays du monde, qui est un problème absolument insoluble. On ne va pas demander à des pays pauvres de consommer moins quand nous-mêmes, ou d'arrêter de faire des enfants, que quand nous, on s'est autorisé de faire des enfants qui en voilà, et de détruire la planète en exploitant en plus les ressources de ces pays-là.
Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous auriez appelé un plaisir différé pour économiser sur le plaisir total, en quelque sorte. Donc, juste, est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur ça, puisque vous êtes un connaisseur? Ben, je pense que oui, mais c'est tout à fait possible. Mais vous savez, c'est très variable selon les individus, ça. Hein. On a montré, par exemple, que les personnes qui ont un niveau de préférence temporelle très grand, donc les personnes qui n'arrivent pas à différer un plaisir, sont des personnes qui, dans leur vie, rencontrent des problèmes spécifiques, notamment ceux de l'addiction, notamment ceux des crédits qui les mettent dans la mouise d'un point de vue économique, etc. Donc, il y a une grande variabilité interindividuelle à ce sujet-là. Mais dans le cas du plaisir différé que vous évoquez, le plaisir est différé, mais il n'est pas différé énormément malgré tout. Parce que là, ce qu'il faut qu'on arrive à penser, c'est même pas notre plaisir différé à nous, c'est celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Et ça, c'est très compliqué parce qu'un cerveau d'humain, il n'est pas préparé à ça. On peut intellectuellement penser à ses arrière petits-enfants, mais c'est juste intellectuellement parce qu'en réalité, on s'en fout complètement. C'est ça le problème. Et donc, c'est difficile précisément parce qu'il faut qu'on pense le temps long alors qu'on n'est pas vraiment bien préparé pour penser le temps long. Oui, je voulais amener la question du salaire maximal. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui nous permet de limiter les dépenses. Puis ce que je comprends dans votre argumentaire, M. Ripoll, c'est beaucoup, vous disiez, limiter la consommation. Donc, si on arrive à établir un salaire maximal, qui peut être au départ là, quelque chose de très élevé, comme vous disiez, dans une première étape. Je donne un exemple, là, un revenu maximal de 500 000 US par personne par année. Mais pour la plupart des gens, vous disiez... à l'échelle internationale, bon, c'est sûr que ça se compare pas là, à l'échelle internationale, mais même au niveau national, si on dit un maximum qu'on peut gagner de temps, je pense qu'il y a une partie de la population qui se dirait, bon, ben, ça peut être correct, ça peut être acceptable d'avoir ce niveau de salaire-là. Et techniquement, comment ça se fait? Ben, ça veut dire qu'il faudrait être capable de comptabiliser tous les revenus que quelqu'un fait et au-delà de ces revenus-là, ben, ils sont taxés à 100%. Puis ça va à l'État. Bon. Ensuite, dans une étape ultérieure, il faudrait que ça se fasse à l'échelle internationale. Il faudrait que la limite, le cap soit à l'échelle internationale. Et de ce que j'entends que vous dites, vous avez l'air de dire que ce serait plutôt probablement au niveau de, je sais pas moi, 100 000 par personne par année ou peut-être même 50 000. Tu sais, je donne des chiffres au hasard, je les connais pas. Je sais pas ça serait quoi le chiffre. Mais peut-être que de commencer plus haut à un niveau raisonnable puis de baisser tranquillement au fur et à mesure qu'on voit les impacts, les conséquences, les impacts positifs que ça pourrait avoir, ce genre de politique-là. En tout cas, ça permettrait certainement aux États de mieux se financer. Et on sait qu'ils n'ont pas de l'argent en trop. Mais j'aimerais ça vous entendre. Puis évidemment, là, c'est pas juste le salaire, ça serait aussi toutes les formes de revenus, hein, que ça soit, si ça vient de bénéfices par action ou d'autres formes de bénéfices, il faudra en tenir compte là. C'est des revenus totaux là, de X par année. Alors moi, en fait, je n'ai jamais, dans ce que j'ai écrit, suggéré une limitation de salaire. Parce que ce qui est important pour moi, c'est une limitation de consommation. Donc, si quelqu'un gagne 10 millions de dollars par mois, moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. Et en plus, si symboliquement, ça peut participer à lui faire plaisir, parce que c'est une manière de dire je suis fort, c'est important pour le cerveau d'un humain de dire, voyez, moi je gagne 10 millions de dollars par mois. Le problème, c'est qu'il pourra en utiliser que très peu par rapport à ces 10 millions. Et nécessairement, ce qu'il ne pourra pas utiliser sera fatalement redistribué ou participera au développement du bien commun dont on a tous besoin. Mais s'il n'est pas imposé, il pourrait l'utiliser sur le marché noir. Je veux dire, une fois que la personne a l'argent. Bon, après, là, je ne suis pas rentré dans le
techniquement, ça pose beaucoup de problèmes, mais on est une société hyper intelligente qui est capable comment dire, de contrôler tout ça. Après, ben, la fraude, ça a toujours existé, ça existera toujours. Hein. Il y a toujours des gens qui se débrouilleront. Mais vous savez, mais déjà, si on limitait moi, j'ai pris une mesure ultime, radicale, évidemment, qui ne verra pas le jour maintenant et peut-être même jamais. Mais déjà, si on disait à des individus, je prends l'exemple d'une maison, par exemple, ben, pour une famille, c'est pas admissible aujourd'hui d'avoir une maison qui fait plus de 300 mètres carrés. Mais ça serait une révolution, hein, parce que les gens disent, mais alors, mais si j'ai l'argent pour me le payer, pourquoi je ne me le paye pas? Ben oui, mais parce que si tu te construis une maison de 300 mètres carrés, tu vas combien d'énergie va être nécessaire pour construire ta maison? L'impact carbone, combien d'énergie tu vas avoir besoin pour chauffer cette maison? Et tout ça, c'est ce que tu prélèves et qui contribue à la mort des autres. C'est pas possible. Donc, on pourrait déjà procéder comme ça. Sur certains types de consommation dont on sait qu'elles sont absolument inutiles, ben, mettre des contraintes. Mais pour le moment, on n'a jamais, aucun gouvernement n'a ébauché même ce type d'idée. Mais on comprend bien pourquoi. Parce que si vous mettez en place une quelconque limitation en termes de consommation, vous entraînez immédiatement une réduction du PIB, du produit intérieur brut. Donc une diminution de la croissance, et donc vous affaiblissez économiquement le pays. Et aucun pays ne veut être affaibli économiquement parce que tous les pays sont en compétition. Et donc le problème majeur, c'est bien celui de la compétition internationale. Parce que la compétition nationale, à la rigueur, on pourrait la régler. Mais la compétition internationale, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais c'est le problème majeur. Pour moi, c'est vraiment, surtout quand on voit que les grands pays actuels sont au bord d'un conflit planétaire, on se doute bien qu'ils en sont très loin, quoi. Ils sont plutôt là à penser comment ils vont pouvoir faire disparaître l'autre que savoir comment on peut collaborer avec l'autre pour éviter la crise planétaire. Hein. Civilisation, et j'en ai peur. Et si l'Occident perd son pouvoir, nous tombons dans la possibilité que d'autres pouvoirs vont se créer et remplacer, parce que ça ne va pas rester vide. Hein. Vous savez, effectivement, les civilisations sont mortelles et il n'y a pour moi aucune chance dans l'histoire que les États-Unis ou l'Occident demeurent l'axe fort de l'humanité. Je veux dire, les civilisations, elles se sont toujours développées et elles ont toujours périclité. Hein. Je ne peux pas faire de prédiction, mais ce que j'observe, c'est que toutes les civilisations qui ont été à l'avant-garde intellectuelles et scientifiques se sont toutes effondrées, sans exception. Alors peut-être que les choses vont changer, mais je ne vois pas. Bon, écoutez, on va faire un petit peu d'histoire contemporaine, je vais faire rapidement. Je reviens 50 ans en arrière, c'est quand même pas très loin. Moi, j'étudiais et j'étais étudiant au cégep et déjà à ce moment-là, je parle des débuts des années 1970, j'étais au cégep au Québec, les premières années des cégeps. On parlait déjà à cette époque-là de pollution, bien sûr, de surpopulation et de surconsommation. On en parlait il y a 50 ans. Oui, oui. Mais 50 ans plus tard, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution. Alors, si on attend encore 50 autres années, ça ne va pas changer. Ça va aller en s'empirant, d'après moi. Alors, aujourd'hui, c'est pire. Quand je vois la quantité de personnes qui possèdent pas juste un, pas juste deux, mais des fois 3 cellulaires. C'est de l'hyperconsommation. On ne parle plus de surconsommation, mais d'hyperconsommation. Comment faire réfléchir ces gens-là alors qu'on a 53% d'analphabètes au Québec? Ça, c'est une pure vérité. Comment l'évolution va-t-elle aller? Et je veux juste revenir sur l'idée des religions. Par exemple, les religions favorisent l'égoïsme. Je reviens là-dessus parce qu'il faut que tu sauves ton âme et individuellement. Je pense au protestantisme où on dit à ses fidèles,
ben, il faut que tu t'enrichisses, il faut que tu fasses de l'argent, faut que tu prouves que tu as de la valeur devant Dieu. Alors, d'après moi, c'est une preuve, je pourrais aller plus loin là, mais c'est une preuve que fondamentalement, on favorise l'égoïsme. Et j'ai même entendu lorsque j'avais 15 ans, l'âge de 15 ans et que je fréquentais encore l'église, la messe, qu'un prêtre dise, un prêtre catholique dise, on a besoin du capitalisme pour survivre dans notre église. Oui. Alors, voilà. Alors, c'est plus vrai, effectivement, pour les protestants que pour les catholiques, ce que vous dites, parce que le lien entre le protestantisme et le capitalisme est bien connu historiquement. Mais bon, je pense qu'il n'y aurait pas eu de religion, les grandes religions, ça n'aurait rien changé à l'histoire, quoi. C'est parce que la religion a peut-être joué un petit rôle, mais je pense que ce qui nous conduit dans ce type de fonctionnement problématique, c'est quelque chose qui est dans notre cerveau et qui peut se développer indépendamment de la religion. Moi, je connais des gens totalement athées qui ont un égoïsme absolument infini. Hein. Fait que sur ça, je pense qu'il commence à être très tard pour vous et je ne vois pas d'autres questions. Fait que je vais vous remercier énormément pour cette excellente conférence et pour avoir répondu à toutes les questions des commentaires des gens aussi qui ont mis un peu pas mal en doute vos solutions. Merci à vous. Alors,